Oui, je vais me présenter un petit peu. Oui. Alors, on va essayer quand même ensuite de respecter le temps que... Oui, il y aura une Parce petite que vous pause. m'aurez sûrement assez entendu, assez vu, peut-être et assez entendu à la fin. Donc, voilà. Alors, qui suis-je? Il y a une édition qui s'appelle Que sais-je? Pas grand-chose. Qui suis-je? Pas grand-chose non plus. J'ai 74 ans quasiment. Voilà, pour l'instant ça va. L'an dernier, je n'étais pas venu parce que j'avais quelques soucis de santé, ce qui prouve que voilà, les années sont cas un cas, hein, comme va le monde d'ailleurs. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'orage cet après-midi, qu'on va pouvoir aussi aller jusqu'au bout de notre propos. Alors, qu'est-ce que... Bon, je suis un Pyrénéen. Pyrénéen d'origine et Pyrénéen convaincu. J'ai une mère qui était basque, un père béarnais. Actuellement, bon, je suis un historien classique de formation, j'ai été un prof d'histoire, puis surtout un chef d'établissement. Principal de collège pendant 27 ans, prof pendant 15. Je suis donc un historien classique, mais toujours, de tout temps, j'ai été passionné par les choses de l'étrange et par le merveilleux. Bon, voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai la bouche ouverte et que je gobe tout. Pas du tout. Mais le monde nous interpelle en permanence et nous offre d'ailleurs des spectacles tout à fait étranges et merveilleux. Et je crois que c'est une des raisons de vivre, que de comprendre où on est par rapport aux choses. Donc ça a été, toute mon existence est faite autour de cela. J'ai donc pas tellement écrit, je disais, j'ai écrit une dizaine d'ouvrages, dont plusieurs sont des ouvrages essentiellement locaux, autour d'Orthez, de Salis, du Béarn, quelques ouvrages généraux. Le plus important était effectivement Itinéraire mystérieux et magique des espaces pyrénéens, qui a été édité chez Loubatière en 98, il y a 20 ans exactement, et qui m'a valu, oui, c'est une distinction dont je suis très fier, qui m'a valu plusieurs choses. D'abord, donc le Pélican d'or du Centre européen des mythes et légendes, qui est une sorte de, de récompense internationale de la pensée traditionnelle de l'ésotérisme. Bien que je ne suis pas réellement dans l'ésotérisme, hein, vous le verrez, je suis plutôt dans le mystère et l'étrange, ça c'est vrai. Depuis une vingtaine d'années, je fais beaucoup de conférences par contre, parce que Émilie en présentant l'a dit, non, les connaissances j'essaie de les partager, mais vous savez, connaître c'est naître avec. Et ça, c'est très difficile. C'est difficile, en tout cas moi, je n'affirme jamais les choses. J'émets des hypothèses, bien sûr, mais qui sont des hypothèses. Et toute notre vie est souvent faite comme cela. Je me méfie des gens pour qui tout est réglé, pour qui la réponse est claire et nette. Et non, les réponses ne sont jamais, à mes yeux, claires et nettes. Voilà. Donc, depuis une vingtaine d'années, je fais beaucoup de conférences parce que un des points importants, c'est la transmission. Dire où on en est. Voilà. Et si ça intéresse des gens, qu'ils prolongent, qu'ils aillent plus loin, ou qu'ils fassent une investigation dans des secteurs où je ne suis pas moi-même allé. Alors, vous avez sous les yeux le petit plan que nous allons suivre. Il est en deux parties. On va essayer de se tenir à ce rythme, donc 2 fois 45 minutes. Comme ça, il y aura une petite phase, la mi-temps, comme on fait soit au football, soit au rugby. Ça vous permettra de vous rafraîchir. Donc, le thème que j'ai choisi, au départ, je pensais que l'ouvrage qui irait avec, qui porte le même titre, chez Demoré, serait sorti. Il n'est pas sorti pour l'instant. La maison d'édition, j'espère, ne me fera pas faux bon, et il semble avoir quelques difficultés actuellement de structuration, dont on verra un peu plus tard la sortie de ce bouquin. Vous avez sous les yeux, si vous regardez le plan, la première feuille, effectivement, je vous présente une horloge. Voilà, c'est ceci. Hein.
je me suis toujours appuyé dans les ouvrages que j'ai réalisés sur une sorte de plan symbolique. Quand j'ai fait mes itinéraires mystérieux et magiques, c'était les lames du tarot, les lames principales du tarot qui guidaient mes 22 chapitres. Lorsque j'ai fait Secret sacré des Pyrénées, préfacé par Jacques Chancel, on est dans une association qui s'appelle Vivre en les Pyrénées, Argelès et Saint-Savin, il est décédé maintenant. Donc là, j'avais utilisé les lames, le jeu de loi. Et là, j'ai jugé intéressant d'utiliser l'horloge, le thème de l'horloge, qui est extrêmement symbolique. D'abord, c'est une résonance. C'est également, bon là, on va le voir, des sites, des cases qui vibrent. Et bon, il y a des choses, la 12e heure, nous le terminons au pic du midi de Bigorre. Donc voilà, bien sûr, il y a un petit jeu de mots là-dessus. Alors, l'avant-propos que je vous indique, que je propose, c'est d'attirer votre attention sur 3 points qui reviendront sans arrêt dans mes travaux, et notamment dans mes travaux sur la Bigorre. C'est d'observer d'abord que nous sommes en présence avec les Pyrénées d'un secret et d'un sacré. Alors, une dame me posait la question tout à l'heure, qu'est-ce que c'est le sacré? Le secret, c'est ce que nous offre la nature en permanence. Le secret, il ne vient pas de l'homme, il vient de la nature. Non, c'est le sacré. C'est-à-dire qu'on interprète les choses en lui donnant un sens, un rituel. Ça, c'est le propre de l'homme, que de donner des sens aux symboles. Et quand la nature et l'homme se trouvent face à face, secret et sacré, non pas ne s'opposent pas. D'ailleurs, c'est la même racine d'un doublé. Secretus sacratus, c'est un doublé en littérature. Ça va ensemble. Et les 3 premiers éléments de ce secret sacré, c'est d'observer les Pyrénées, et c'est ce qui fait cette horloge vibratoire. C'est une montagne jeune. C'est une montagne qui est actuellement en mouvement, qui est en surrection et qui continue ses chevauchements. Les fameuses plaques eurasiatiques ou ibériques continuent à s'interpénétrer. Ça dure depuis 60 millions d'années. Il y avait déjà eu, à l'époque primaire, un premier mouvement. Et vous savez, à l'époque secondaire, un autre mouvement d'une plus grande ampleur encore pour ce qui est des Alpes et des Pyrénées, et qui a créé vraiment des basculements, des déchirements de la croûte terrestre, des soulèvements très importants. Et les Pyrénées, aujourd'hui, continuent tout à fait. La montagne est encore au travail, comme le montrent les innombrables sources thermales qui s'épanchent d'un bout à l'autre de la chaîne, mais également les fontaines magnétiques, des mouvements divers. Un écrivain sur lequel nous reviendrons tout à l'heure disait, il écrivait dans le journal des débats à Paris, et il venait dans les Pyrénées se ressourcer. Ici, les choses, même les plus ordinaires, deviennent extraordinaires. Et c'est les Pyrénées qui donnent cette dimension de mouvement et également de mystère. Deuxième élément qui est fondamental et qui reviendra dans tous les éléments de mon propos, c'est que nous avons dans notre mémoire collective pyrénéenne des mythes qui colorent justement ce mouvement de la chaîne. L'un des mythes les plus importants, c'est le mythe du dragon. Il est cité en Bigorre, il a sa tête justement qui porte sur le pic du Midi d'Ossau, il a ses pieds ou ses pattes vers Gavarnie, son ventre s'étale dans la plaine de Luce, bon, et il bouge de temps à autre. Et il y a toute une série de légendes, on le verra pour le lac d'Isabi, qui font que ce dragon explose à certains moments. Et ça, c'est l'habillage, bien sûr, du mythe. Dans les Pyrénées occidentales, ce dragon sculpte les 7 vallées basques, qui donnent les 7 provinces basques. En Bigorre, il sculpte les 7 vallées du Lavedan, qui sont de même nature. Un dernier point également, bon, pensons au mythe, l'un des plus importants des Pyrénées, bien sûr, celui de Pyrène. C'est des gens comme Apollore ou Italicus qui racontent donc ce vieux mythe de Pyrène, fille d'un
d'un chef pyrénéen, celto-ligure, celto-basque, qui s'appelle donc Pyrène. Et cette jeune fille tombe amoureuse d'un aventurier de passage qui s'appelle Héraclès, Hercule. Et bon, Hercule, Héra lui a jeté une sorte de sort de maléfice qui fait qu'il ne pourra jamais être heureux sur cette terre. Et effectivement, cet amour est terriblement fugitif, bien qu'il soit incendiaire. Et donc, Héraclès reprend sa route, laissant Pyrène abandonnée et donc malheureuse. Et elle va mourir, vous le savez, dans les Pyrénées. Mais Héraclès arrête pour une fois sa course, revient et recherche le corps de Pyrène. Et c'est lui qui bouscule les Pyrénées, casse toute la montagne. Et en bout de course, on découvre que Pyrène a accouché d'un serpent. Donc, vous voyez, on revient toujours sur ces notions qui vont marquer dans le mythe les Pyrénées. Enfin, un troisième élément, je simplifie et je coupe des choses pour aller à l'essentiel, un élément majeur des Pyrénées, c'est la présence d'un éternel féminin, d'un féminin sacré, sous des formes diverses, qu'on l'appelle la Dame, j'y reviendrai beaucoup, et la Vierge Marie, bien sûr. Il n'y a pas d'ailleurs une région au monde, je ne dis pas une région au monde, où il y a tant de présence à travers des apparitions, des visions, des sanctuaires de la Dame, de Notre-Dame, que dans les Pyrénées. Et ça, c'est un fait. Alors elle apparaît peut-être partout, mais dans les Pyrénées, il y a une densité de présence tout à fait extraordinaire. Et avant elle, et je pense à une parole qu'elle dit à Ida Perdiman en 1950, qui est une petite voyante de Hollande, la dame qui lui apparaît lui dit quelque chose qui m'apparaît très intéressant. Elle lui dit « Depuis longtemps, sous maintes formes, je suis déjà venue à vous dans ce monde ». C'est quelque chose de très intéressant. Ça prouve d'abord que, bien sûr, la dame, Notre-Dame, christianisée, divinisée, elle a cette forme qu'on lui connaît sur les statues, etc., cette imagerie qu'on lui a donnée assez récemment, enfin, à partir du XIIe siècle. C'est dans les édifices gothiques que triomphe Marie la Blanche. Auparavant, c'est une autre dame qui n'est pas Marie, qui est une vierge noire et qui a d'autres héritages, vous le savez. Et encore avant, des fées. Dans les Pyrénées, le nombre de fées et les fées, elles ont quelque chose, elles ont une série de constantes. Elles sont toujours jeunes, elles sont toujours belles, elles sont habillées de blanc, elles vont vers les hommes avec de bonnes intentions. Et on verra, et c'est valable pour Notre-Dame, qu'elle ne fait pas ce qu'elle veut, bien qu'elle semble avoir des pouvoirs exceptionnels. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle a besoin des voyants, elle a besoin des hommes pour faire un certain nombre d'éléments de mission qu'on connaît mal. En tout cas, à plusieurs reprises, on le verra dans les apparitions à Bernadette, eh bien, il y a des éléments qui nous interpellent, et en particulier le fait qu'elle donne des rendez-vous et qu'elle ne vienne pas. On verra à Nouillan que c'est l'inverse. Elle donne un rendez-vous, mais comme les petites ont été bloquées à la maison, elle vient, mais les petites ne sont pas là. Bon, donc il y a plein d'éléments dans ce personnage féminin sacré tout à fait intéressant. Le premier point, s'il y a une horloge, il y a un point qui est le mécanisme de l'horloge, qui est au centre du mécanisme de l'horloge. Et vous le verrez quand vous regardez ce plan, enfin cette carte que je vous ai présentée. Le mécanisme de l'horloge, moi je l'ai situé pour la Bigorre à l'escaladieu. L'escaladieu, scaladei, l'échelle Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire d'implantation de cette abbaye au cœur de la Bigorre qui est tout à fait exceptionnelle. Ce sont les cisterciens qui cherchent un lieu au XIIe siècle. Dans les années 1130, ils cherchent un lieu pour installer une abbaye au cœur de la Bigorre. Ils s'installent d'abord vers le Tourmalet, ça ne va pas.
Ce qui prouve d'ailleurs qu'il cherche un lieu avec une forte verticalité, une forte capacité de vibration, et il trouve un lieu, après maintes recherches, qu'ils appellent l'échelle Dieu, l'escaladieu, près de Tournaille, là où elle est aujourd'hui, vers 1130, 1136 exactement. Il s'installe enfin après bien des pérégrinations. Et l'échelle Dieu, ça n'est pas rien. Pourquoi les cisterciens choisissent-ils ce terme, l'échelle Dieu? Ça nous renvoie bien sûr au rêve de Jacob, qui voit dans son rêve, alors qu'il dort bien sûr, il voit dans ce rêve sur une échelle monter, descendre des anges, qui parviennent, quand ils sont en haut de l'échelle, à une cité, ou en tout cas à une entrée de cité qui est Luce, la ville bleue. Et moi, je me suis posé beaucoup la question, mais bon, je comprends l'escaladieu, échelle Dieu, quel rapport avait Luce? Eh bien, vous irez regarder dans la topographie, je crois que personne n'en avait parlé, j'en ai parlé dans d'autres ouvrages, bien sûr, j'avais découvert cela, l'escaladieu est au confluent d'un petit ruisseau qui s'appelle l'Arros et le Luce, tout simplement. Et ça n'est pas un hasard, il y a une double incidence, la coïncidence, une double incidence, et la présence du toponyme Luce, j'y reviendrai tout à l'heure, et c'est la force vibratoire du lieu qui est au centre donc de ce mécanisme de l'horloge. Heure première de Bigorre, celle qui nous projette vers le Lannemezan, le Magnoac, le Nestès, les Baronnies et le Barousse. C'est une zone, vous le voyez dans votre carte, c'est celle qui part vers l'est, cette première aiguille donc, qui vous mène vers Lannemezan. Lannemezan, ça veut dire la lande du milieu. Historiquement, aujourd'hui, Lannemezan sur le plateau est une petite cité tranquille. On y joue au rugby, il y a une petite activité locale assez intéressante. Mais longtemps, et en tout cas au Moyen-Âge, jusqu'à l'époque de Louis XIV, ce lieu et ce plateau a une très très mauvaise réputation. Il passe pour sorcier, c'est une lande sorcière, on l'appelle aussi la lande du bouc, et c'est pourquoi Daniel Defoe, créateur de Robinson Crusoe, lorsqu'il publie son ouvrage, il vient sur le plateau, et puis il va d'ailleurs vers le col de Rio Majou, et il situe le retour de Robinson Crusoe dans cette zone de Lannemezan. Et également, il faut dire qu'il a été intéressé par une chose, c'est que sur ce plateau, il y avait des bandouliers. Si vous faites d'ailleurs l'autoroute avant Toulouse, il y a une aire des bandouliers qui est à l'entrée du plateau de Lannemezan. Et les bandouliers, ce sont des bandits, ce sont des routiers, des chauffeurs de pied qui, au Moyen-Âge, bien sûr, terrorisent la région. Et le pouvoir royal de Louis XIV vieillissant, en 1708, on envoie une série de dragons pour enfin mettre la paix sur le plateau. Et ça marque beaucoup Daniel Defoe, puisque près de 200 brigands sont arrêtés, emprisonnés, 40 seront exécutés par pendaison, et ça va le marquer profondément, d'autant plus que lui-même, dans son parcours, a été un moment ennuyé par le roi de Hollande et menacé lui aussi des derniers sévices. Sur ce plateau de Lannemezan, la présence d'une pierre, d'une sorte de menhir, mais c'est une pierre naturelle dressée, donc que les hommes ont utilisée pour en faire un signe, et qu'on appelle la peire hicade. En pyrénéen, en patois du Midi, hicade, placée, plantée, une pierre fichée, un pelven, dirait-on dans notre, une pierre levée. Donc. Et elle a quelque chose de particulier, cette pierre hicade, parce qu'à partir de ce point, il y a une vingtaine de ruisseaux. C'est un fait. Dans l'ouvrage, quand il paraîtra, on pourra en voir la carte. Sur
un angle, une angulation de 90 degrés. Vous avez une vingtaine de ruisseaux qui, à partir d'un point, s'écartent, presque tous partent vers la Garonne, d'ailleurs, et sont à des... Géographiquement, c'est d'une précision quasiment d'horloge. Vous avez des angles presque égaux, des espaces quasiment égaux entre ces rivières qui s'écartent à partir de la Peyreïcade. Mais, bien que longtemps on ait refusé cet élément, c'est ici qu'aboutit un grand courant océanique qui entre à la jointure des plaques pyrénéennes. Mais à l'Oïa, c'est-à-dire du côté d'Andaille, par la Bidassoa, rentre donc un courant. Alors, celui qui a étudié cela s'appelle Paul Boucher, et son fils, surtout René Boucher, qui est aujourd'hui très très âgé, je crois qu'il est toujours en vie. Il vit au Canada avec son épouse. Il est le fondateur du Collège international d'études celto-druidiques, et il s'est investi toute sa vie dans la recherche et l'explication des courants telluriques, de ces courants telluriques venant de l'océan. Et ici, il observe que la tension de la Terre, qui résulte de mouvements sismiques permanents, anime le sol. Et il a pu observer avec sagesse ce que nous semblons avoir oublié: le temps se prépare sous terre et se réalise dans l'espace. Et il montre comment ce courant tellurique qui entre dans notre espace atlantique depuis la Bidassoa court le long des Pyrénées et vient dans cette région du plateau de Lannemezan, après être passé par le plateau de Gers au Sein, mais nous en reparlerons tout à l'heure. Il atteint Lourdes, il atteint l'Aubisque, et un sous-courant de forte intensité par Tarbes atteint la lande du milieu, c'est-à-dire Lannemezan. Et c'est aussi sur cette lande sorcière que va fleurir une rose mariale inattendue à Garaison. J'ai étudié beaucoup dans mon livre toutes les apparitions de la Vierge dans les Pyrénées, et Garaison est une des premières apparitions où nous avons quelques relations qui sont faites, des documents. Ce qu'ils sont, les documents. Vous savez comment on peut être impressionné et transformer les choses. Mais effectivement, on connaît l'histoire de cette apparition à Anglaise-Sagazan, qui est une petite bergère, là encore. Vers 1510, elle perçoit ce qu'on a un triple appel. Et on verra que il y a des constantes dans les apparitions de la Vierge. Et Anglaise-Sagazan, dont on connaît la vie, elle devient religieuse, elle s'installe et elle se replie à Fabas en Haute-Garonne, et elle vient jusqu'au bout de sa vie. Elle meurt à 90 ans passés, régulièrement à Garaison, où on la touche, voilà, elle a vu quelque chose. Et elle raconte elle-même dans ce triple tintement que beaucoup de voyants indiquent toujours, des tintements tellement forts, tellement précis pour ces êtres assez frustes finalement que sont, mais ça serait peut-être valable pour d'autres, que cette petite bergère se croit obligée de faire ce qui lui est demandé à travers le tintement. On notera également qu'à côté du lieu où elle voit apparaître la dame, il y a bien sûr un épineux. Autre élément, l'aubépine, l'églantine sont des éléments d'antenne qui sont toujours très très proches des lieux d'apparition. Et comme par hasard, il y a également une pierre dressée, qu'on appelle encore aujourd'hui la Peyre Blanque, où des populations venaient recueillir la rosée du soleil levant il y a bien des années. Dans le secteur également, et si vous n'avez pas visité ces grottes, il faut les visiter, c'est Gargas. Alors, c'est autre chose. Gargas, c'est le temple des mains. Vous trouvez dans cette grotte, qu'on a affublé d'ailleurs de toutes sortes de légendes, notamment d'un mangeur de chair humaine, un certain Ferrage qui n'a jamais vécu là. Gargas, comme quand on veut éliminer quelque chose, on en fait un maléfice.
Gargas, évidemment, on s'en est toujours méfié. Ces mains qui sont sur les parois, il y en a de très très nombreuses. Je crois qu'il y en a 200, plus de 200 en tout cas, de ces mains énigmatiques. Comment dire, les préhistoriens, quand ils ont voulu s'intéresser à Gargas, il faut qu'ils essaient toujours de donner des relations raisonnables. Alors qu'est-ce que ça peut être ces mains? D'autant plus. Alors ce qui les étonnait aux préhistoriens, c'est que les doigts n'étaient pas, tous en tout cas, levés. Il y en avait de pliés. Donc pour eux, c'était des doigts sectionnés, cassés, dont des malades, bien entendu. Ça ne pouvait être que des malades. Je crois que celui qui a mis les choses au point, c'est le roi Gourand. Personne ne peut contester, bien sûr, son expertise en matière de préhistoire. Il dit ceci: il semble évident que les mains de Gargas ont été faites en plaçant non pas la paume, mais le dos de la main contre la paroi, et que les patients replièrent un ou plusieurs doigts pour des raisons qui ne se rapportent pas à la mutilation. Les meilleures preuves en est que sur certains pochoirs exécutés, les doigts étendus, quelques doigts ont été retranchés par des retouches assez légères pour que le tracé initial soit visible en transparence. En fait, ce qui est intéressant à Gargas, et c'est pas la seule grotte où on découvre des mains. C'est la grotte où il y en a le plus et où elles sont effectivement bien mises en valeur aujourd'hui. En fait, nous avons là un message que des peuples anciens, magdaléniens vraisemblablement, nous envoient, mais sans qu'on ait réellement de chance de le découvrir. Mais ça se rapproche aujourd'hui, visiblement, ceux qui ont étudié les choses, des langages qu'on utilise avec les sourds muets, ou des choses comme ça. Bède le Vénérable, au début, qui était un bénédictin, au début des grandes bâtisses du 6e, 7e siècle, lui-même utilisait avec ses bâtisseurs des langages comme ça. Il est dit dans l'érection du temple de Jérusalem que Hiram lui-même utilise un langage avec les mains pour parler aux milliers d'ouvriers qui sont là et qui viennent de partout parce qu'ils ont des langues différentes. Et donc, c'est une façon, bien sûr, de pouvoir transmettre des informations. Et en particulier, donc, les bâtisseurs ont utilisé cette langue des signes qu'on retrouve visiblement à Gargas.